Bonjour, je suis Keck et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Diofo et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Diamani Malaise et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui bronze au soleil des calanques. Et des bulles, et des bulles. Des bulles. Des bulles. Nous sommes pour la 3e année consécutive au Festival des Calanques et des Bulles. Nous avons un programme chargé, nous venons d'installer notre matériel, nous sommes à peu près prêts. J'ai avec moi Tizak, toujours présent. Salut Ti. Welcome. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es motivé? Je suis super ready. Et toi, Thio, es-tu super ready? J'ai pas pris mes gélules bleues comme Tizak, mais ouais, je suis prêt moi. Ok, donc là on va un peu courir dans tous les sens, on s'est bien installé. Cet après-midi on fait une conférence avec le parrain du festival, Florent Chavouet, et une conférence sur le thème du voyage. Vous pourrez écouter tout ça sur notre site lavoidesbulles.fr. Et puis on va courir un peu dans tous les sens pour essayer de rencontrer plein de gens et vous proposer des chouettes interviews. C'est l'objectif. Je pense que... Ouh, cette coupe de cheveux. Voilà, je pense que nous allons pouvoir arrêter là. À tout de suite. Je suis avec Keck, connu principalement pour son blog zanorg.com. C'est blog.zanorg.com. D'accord, oui, sur zanorg.com, on a un peu tous tes travaux, plus de développeurs derrière. Ouais, zanorg.com, c'est mon portfolio en fait, c'est mon site où je montre mes travaux pour les clients, mes jeux, tout ça quoi. Alors que le blog, c'est un blog. D'accord. Là, au niveau de ton actualité, quels sont les derniers bouquins que tu as sortis et quels sont ceux à venir? Alors le dernier qui est sorti, c'est Les années collège aux éditions Quoi faire pour Dame, qui est sorti en 2012, en mars 2012. Et le prochain qui sort, il sortira au mois de juin, s'appelle L'encyclopédie des petits moments chiants. Donc c'est un titre assez long qui est, en fait, ça reprend les quotis chiants que je faisais sur mon blog. Donc j'ai changé le nom et puis donc il y aura, c'est chez Delcourt et ça fera 190 pages. Et ça raconte tous les petits trucs chiants du quotidien quand le rideau de douche se colle à la peau le matin, tout truc comme ça quoi. La plupart de tes BD ont été sur ton blog. Il y en a qui étaient destinés à être publiés ou à chaque fois tu as été surpris qu'on vienne vers toi pour te demander de les publier? Non, à chaque fois j'étais surpris parce que souvent c'est des BD que je mettais sur mon blog pour me faire marrer les potes, quoi, des petites histoires, tout ça. En Virginie, c'était l'occasion pour moi d'apprendre à dessiner, donc j'avais une histoire à raconter. Je me dis tiens, je vais raconter ça sur mon blog, sans du tout penser que ça fera un album, parce que je sais pas dessiner à l'époque-là, j'ai fait ça pour apprendre à dessiner. Et ensuite, pareil, les années collège, c'était des planches que je mettais sur mon blog pour faire marrer les potes. Et donc là, on m'a proposé de l'éditer. Et encore une fois, les cotichants, pareil, quoi, c'est des trucs que je mettais sur Internet sans. En fait, non, j'ai jamais pensé à faire un album pour être édité, quoi. C'est pas. Et même, enfin, si je devais faire ça, je pense que je perdrais la motivation pour le faire. Enfin, ça m'intéresserait pas, quoi. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, éditer ou pas, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai mis sur mon blog qui ont jamais été édités aussi. Donc toi, tu es développeur donc de petits jeux pour le web principalement, et d'applis mobiles. Tu pourrais arrêter ton taf de développeur pour faire que de la BD? Non, par contre, je pourrais arrêter la BD pour faire que ça. Non, j'adore mon métier, quoi. C'est vraiment un truc qui me passionne et que je fais depuis hyper longtemps. Et la BD, en fait, ça m'emmerde de faire de la BD. J'aime bien raconter des histoires. J'ai plein de trucs à raconter. J'adore partager ça avec des gens. Je le fais en dessin parce que voilà, je trouve que c'est plus agréable à lire pour les gens, c'est plus sympa aussi. Mais j'aime pas dessiner, c'est vraiment trop long, quoi. C'est quand je dois faire un album, quoi, c'est presque une corvée que. Après, je suis content quand l'album est fini. En fait, je suis fier du résultat, je suis content d'avoir fait ça. Mais commencer à dessiner, raconter une histoire et tout, c'est quand même c'est trop long, quoi. Il faudrait que j'ai une imprimante qui sorte de ma tête directement tout ce que j'ai envie de faire. Alors là, donc. Tu étais déjà dans le milieu de la BD avant de dessiner parce que tu avais fait un stage au Psychopathe, donc tu avais fait leur site web à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de sites web pour les magazines, etc.
Tu t'es fait aider dans ton apprentissage de la BD, justement? Est-ce que voir les gens autour, est-ce que c'est ça qui t'a motivé pour le lancer? Est-ce que tu as eu des conseils, des gens qui sont venus voir ce que tu avais fait pour dire là, faut que tu le fasses autrement, travaille différemment, essaye ça? Ouais, en fait, quand j'ai commencé à bosser, je faisais des jeux pour internet, des petits jeux en flash, et je travaillais avec des dessinateurs de Fluide Glacial ou de Spirou qui m'envoyaient tous leurs dessins, et puis moi j'ai découpé leurs dessins pour faire des jeux avec ça, faire un personnage qui saute, tout ça, quoi. Et au fur et à mesure, ça m'a donné envie de dessiner parce que je voyais un peu comment ils faisaient. Je prenais un peu leur type de dessin, tout ça, toutes leurs petites astuces. Et j'aimais bien déjà raconter des histoires à l'époque, mais en texte. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de raconter des histoires en BD maintenant, en forçant un peu à dessiner. Et j'ai surtout Melaka, qui est aussi une blogueuse, qui m'a vachement aidé dans l'apprentissage du dessin, qui m'a donné quelques conseils au début. Et puis après, comme je te disais, j'ai fait l'éponge, j'ai piqué plein de trucs à plusieurs dessinateurs, et puis j'ai fait ça à ma sauce, et ça a donné mon style, qui est encore, qui est pas encore ce que je veux exactement, mais qui s'en rapproche pas mal et qui me suffit en tout cas pour raconter des histoires. Je cherche pas à avoir un dessin hyper réaliste, hyper chiadé. Non, moi je veux simplement que les gens disent il est pas trop mal le dessin, mais l'histoire est chouette. C'est ça qui m'intéresse. Tu travailles ton dessin? Est-ce que tu fais des croquis, des dessins d'observation, ce genre de choses-là? Ou c'est vraiment... maintenant tu travailles ton dessin en faisant tes BD? C'est vraiment par période. Par exemple là, quand j'ai fait les quotidiens, enfin la BD, les petits moments chiants, je passais 2 mois à la faire, et donc je faisais que ça pendant 2 mois. Donc je dessinais pendant 2 mois, et c'est vrai qu'entre le début et la fin, il y a une progression parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Mais après, je peux être aussi 2 mois sans dessiner, par exemple, sans rien faire. Et les croquis, il y a une époque, j'en faisais pas mal. Là, j'en fais un peu moins. Je fais ça surtout quand je suis en vacances, quand je commence à m'ennuyer et que j'ai envie de dessiner, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de dessiner. Mais c'est plus des croquis, ça me plaît bien de faire ça. Je suis toujours content du résultat, et puis c'est aussi un moment de détente. Mais j'en fais pas assez, c'est clair que... Mais après, voilà, j'apprends aussi la programmation, j'apprends plein de trucs là-dedans, je fais de la musique aussi, donc je peux pas non plus tout faire, quoi. Est-ce que du coup, justement, comme tu dis que tu avais eu un petit peu de mal avec ton dessin à être satisfait pleinement, est-ce que tu n'as pas eu envie, avec les histoires que tu racontes, de passer par un autre média que la bande dessinée? Écrire des nouvelles ou vraiment de l'écriture du texte, ouais, voilà. C'est ce que je faisais au début de mon blog, en fait. J'écrivais ce qui m'arrivait, quoi, comme un journal intime, où je racontais les soirées que je faisais, tout ça. Et j'aimais bien aussi, j'aime bien écrire, en fait. Je fais pas beaucoup, mais maintenant, quand j'écris, c'est en BD, quoi. Je raconte ça différemment, et je trouve que c'est plus agréable de voir une planche de BD qu'un gros pavé de texte. Après, sinon, les autres médias, il y a la musique, c'est aussi une forme d'expression, quoi. Enfin, j'écris pas de paroles, mais je fais de la musique, donc c'est une façon comme une autre aussi de dire ce qu'on a envie de dire. Et travailler du coup avec un scénariste et avec un illustrateur, et toi être le scénariste, c'est quelque chose que tu pourrais envisager ou pas? Alors j'ai ce complexe où j'ai envie de tout faire moi-même. J'aimerais bien en fait travailler avec un dessinateur qui dessine mon scénario, tout ça, quoi. Mais après, moi, ce que je raconte souvent, c'est ma vie, quoi. C'est des trucs que j'ai vécu. J'ai pas fait, même je fais pas de fiction, quoi. Des trucs qui se passent dans l'espace ou j'en sais rien. Et du coup, je fais tout seul, quoi. Et ça me dérange pas plus que ça, quoi. C'est pas mon métier de faire la BD. Après, si vraiment c'était mon métier et que je voulais vivre de ça, là, peut-être qu'il faudrait que je sorte un album souvent, tout ça. Mais là, je fais un album je sais même pas que je fais un album. Je fais de la bande dessinée quand j'ai envie de faire la bande dessinée. Et puis voilà, quoi. Ça prend le temps que ça prend. Mais donc, non, bosser avec un dessinateur, ça me brancherait pas. T'as été surpris par l'accueil public de tes bandes dessinées? Surtout par Virginie, parce que c'est ma première histoire bande dessinée que je faisais, et comme je disais, c'était un exercice pour moi où je savais pas dessiner. Je me suis dit tiens, je vais apprendre à dessiner en faisant ça. Et quand je voyais qu'à la fin il y avait je sais plus combien de personnes qui suivaient l'histoire et que tout le monde me disait c'est super bien et tout, c'est là que je me suis dit qu'en fait on peut faire la BD sans savoir dessiner vraiment bien, quoi. Tant qu'on a une histoire à raconter, si on a un truc à dire, peu importe la façon dont on dessine, tant que l'histoire est là, ça marche, quoi. À l'inverse, moi j'aime pas les BD qui sont super bien dessinés, hyper réalistes, mais avec un scénario où t'as vite fait le tour, tu retiens rien quand t'as terminé, quoi. Donc je suis encore surpris quand il y a plein de gens qui disent qu'ils aiment bien ce que je fais. C'est flatteur et ça motive en tout cas pour continuer. Donc tu as une double compétence développeur, dessinateur de BD. T'as jamais été tenté par les expériences de BD numérique comme le Turbo Média?
Si, ouais, mais là par contre, pour le coup, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un, travailler avec un dessinateur qui me dit ce qu'il a envie de faire, et moi je ferai la partie technique, programmation, tout ça, parce que si je devais tout faire, ce serait quand même assez long, je pense. Et j'ai fait quelques trucs comme ça. J'ai fait sur mon blog, je faisais des animations de dessins animés un peu avec simplement un personnage qui marche et tout, parce que ça m'intéressait. Mais c'est quand même super long. Enfin, l'animation c'est hyper long, quoi. Quand tu fais du image par image et tout, c'est galère. Après, j'ai travaillé avec des dessinateurs pour faire des jeux. Là, j'ai commencé à faire un jeu avec Boulet, donc là ça motive vachement, parce que quand tu intègres des dessins super chouettes comme ça, c'est carrément bien. Mais du coup, non, c'est plus par manque de temps de devoir tout faire que par envie, parce que ça m'intéresserait, mais c'est vraiment super long de faire l'animation. Ouais. C'est quoi ta dernière découverte en bande dessinée ? Pas forcément une nouveauté ou quelque chose. Quelque chose qui t'est marqué, t'as fait waouh. C'est Brecht Evans. Je sais pas si vous connaissez. Si, mais on en a déjà parlé il y a pas longtemps. Ouais. En fait, c'est parce que Florent Chavou en a parlé à la conférence. D'accord. Marion Mousse nous en a parlé tout à l'heure dans l'interview. En disant la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est marrant. C'est être l'auteur à la mode en ce moment, je sais pas quoi. J'ai vu il y a une expo en fait dans une galerie à Paris là il y a pas longtemps, et ouais, c'est un artiste qui est vraiment là c'est ce que je trouve assez rare, c'est qu'à la fois le dessin et le scénario sont vachement bien. Et pour moi, c'est assez rare pour être souligné qu'il y a ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui, en plus, j'ai rencontré, il est hyper timide, hyper gentil. Et il est belge, donc il habite pas loin de là où j'habitais au début. Et non, voilà, ouais, c'est vraiment un auteur que je conseille à pas mal de monde. Ouais. Petite pause pour notre deuxième journée. Nous sommes en terrasse avec les gens qui s'installent tranquilles. Il fait beau, donc c'est pique-nique pour pas mal de monde. Et nous, ça va plutôt bien. On a fait une petite interview tout à l'heure. Et puis là, on va enchaîner sur une conférence sur le Turbo Média. Et puis, on a encore quelques interviews derrière. Tu vas enchaîner sur une conférence sur le Turbo Média. C'est en lettres majuscules, parce qu'en fait, pour Pipier, c'est le Graal. À titre perso, ça m'intéresse aussi. Hein. Oui. Ah, mais pour Pipier, c'est le Turbo Média. J'irai pas jusque là, mais ça reste intéressant. En fait, quasiment, quand il le dit, t'as une sorte de Alléluia. Alléluia. Tu sais, avec la lumière divine qui est en... Tu vois ça, toi ? T'as pas bu la même chose que moi ce midi ? C'était des bouteilles qui étaient d'eau, visiblement, mais qui étaient posées déjà ouvertes sur la table, donc je sais pas ce qu'il y avait dedans. C'était de l'eau et Ristoff. De l'eau et Ristoff. Nous sommes avec Laureline et Florian de l'association À l'ombre des bulles. Bonjour. Bonjour. Alors Florian, en discussion, on va le laisser continuer, il peut venir quand il veut. Mais qu'est-ce que l'association À l'ombre des bulles ? Là, je vois que vous organisez au festival le pôle dédicace comics. C'est marrant que ça ait été mis sur un truc à part. Alors effectivement, à l'ombre des bulles, on fait la promotion de différentes formes de bande dessinée. Là, on s'est consacré un petit peu aux comics. Et si ça a été séparé par rapport au reste des autres auteurs sur le festival, c'est par rapport au thème du festival qui est les voyages. Donc l'association Luminart et le festival des Calanques et des Bulles a choisi de faire des thèmes. Donc on a le franco-belge d'un côté et nous on est plutôt du coup côté Amérique avec les dédicaces des auteurs français ou européens qui travaillent pour l'industrie américaine. Donc, vous avez fait venir des auteurs qui donc travaillent pour les États-Unis. C'est pas compliqué de les faire venir jusqu'ici ? Alors c'est un challenge effectivement au niveau organisation, mais on a de la chance de vivre à Marseille et du coup ça attire aussi le lieu et le soleil attire les auteurs. On a commencé à développer un réseau en fait avec l'association grâce à différents festivals auxquels nous avons assisté. C'est ce qui nous a permis de pouvoir inviter des auteurs aussi différents et qui viennent un petit peu de loin, comme par exemple Alberto Ponticelli qui vient d'Italie par exemple. Vous avez fait une exposition, il y a des superbes planches de plein d'auteurs dont certains que j'aime particulièrement. C'est votre collection personnelle. Vous étiez collectionneur avant de monter l'association ? Oui, effectivement, c'est parce qu'on est fan de bande dessinée qu'on est arrivé dans cette association-là. Au départ, l'association était plus composée de fans de bande dessinée franco-belge, donc les actions étaient dirigées sur ces thèmes-là. Maintenant, on est quand même un noyau très dur de fans de comics. Donc, grâce à ce qu'on avait vu personnellement et les auteurs qu'on a rencontrés, les dessins qu'ils nous ont faits, on a pu créer cette exposition et on en est plutôt content.
Tu m'avais dit que c'était qu'une partie de ce que vous aviez. Vous avez combien d'œuvres originales? Parce qu'en gros, c'est des planches A3, A4 de BD, enfin soit de BD. Il y a des planches originales, dont une de Liber Mejo. Sinon, c'est quand même du beau boulot, quoi. Vous en avez combien à peu près? Alors là, sur l'exposition, on en a présenté une vingtaine, mais chez nous, on en a... Alors je dis ça à vue de nez, je dirais une cinquantaine, une soixantaine. Si on en a présenté qu'une vingtaine ici, c'est parce qu'on avait un souci de faire des thèmes pour pouvoir présenter les comics à un public un petit peu plus novice que ce qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc on a développé 3 thèmes, Spider-Man, X-Men et Batman. Et on a choisi les œuvres les plus représentatives ou qui permettaient de présenter différents personnages et différents aspects de la BD. C'est pour ça qu'on en a un petit peu moins ici. Ça doit être un sacré budget que de se faire une telle collection. Oui, alors il n'y a pas que des œuvres payantes. Il faut savoir qu'on écume un petit peu les festivals de France et de Navarre et on a la chance de rencontrer des artistes qui font pas mal de free sketch comme on a essayé de mettre en place ici pour le festival. Donc il y a des pièces, même celles qui sont présentées dans l'exposition, qui ont été faites gratuitement. Il faut juste avoir beaucoup de temps et de patience pour les obtenir. Justement, il y a une culture de la dédicace qui n'est pas du tout la même aux États-Unis qu'en France et en Europe, je ne sais pas pour le reste de l'Europe. Là, c'est des auteurs européens, donc peut-être qu'ils connaissent un peu plus, mais avec des Américains, est-ce que c'est pas un peu difficile de dire écoutez, la dédicace en France, c'est gratuit, alors qu'aux États-Unis, on paye? Alors effectivement, il y a toute une phase de dialogue avec les artistes pour... nous, on a un objectif avec l'association, c'est de pouvoir développer la bande dessinée et la faire connaître à un public très large. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire des événements gratuits et des dédicaces gratuites. Quand c'est des artistes qui ont l'habitude effectivement du système américain, on explique qu'en France, le système n'est pas pareil. Si les dédicaces sont payantes aux États-Unis, c'est parce que la plupart du temps, quand les artistes vont sur des festivals, ils payent leur déplacement, l'hôtel, leur table pour être présents sur le festival et c'est pour ça qu'ils ont un souci aussi de rentabilité. Il faut bien qu'ils mangent, ils sont humains même s'ils sont artistes. Donc du coup, c'est pour ça que la culture est différente. Nous, quand on les invite en festival en France, on les invite effectivement sur les déplacements, les restaurants, etc. Donc c'est pas la même démarche et effectivement, même si certains artistes ont du mal à le comprendre et là on essaye de mettre en place un système qui peut les intéresser et leur convenir financièrement, la plupart comprennent effectivement qu'en France et en Europe ce n'est pas le même système et on en a pas mal qui acceptent de jouer le jeu, c'est assez agréable. Dans votre activité de promotion, donc là aujourd'hui vous avez organisé le pôle dédicace comics, vous avez quoi d'autre comme type d'activité? Alors on fait des expositions, des dédicaces dans des lieux un petit peu originaux aussi. Là on est sur un festival mais on a par exemple fait des expositions et dédicaces chez un disquaire avec un petit concert de rock pour commencer tout ça, donc ça peut être assez agréable. On essaye de faire découvrir à des publics qui connaissent pas forcément la bande dessinée, c'est pour ça qu'on investit des lieux et on a aussi des activités et des actions envers le jeune public. Par exemple, l'an dernier, nous avions fait pas mal d'ateliers dessins pour initier les jeunes aux planches de bande dessinée, au langage de l'image de la bande dessinée, et aussi des visites et des sorties bande dessinée. À Marseille, on a la chance d'avoir beaucoup d'auteurs qui sont de la région. Plus du coup on est sur du style franco-belge mais ça intéresse aussi et on peut faire des sorties thématiques autour des monuments, découvrir la vraie histoire. Pour ça on a un partenaire qui est l'Original Tour et qui nous a aidé à concevoir ces visites. Donc voilà, on vise différents publics et là aussi c'est assez, ça marche plutôt bien. Parlons un peu plus de l'Original Tour parce que là je vois le flyer juste là. Et en fait justement parler de l'Original Tour, est-ce que vous avez déjà prévu de revenir en fait sur le festival l'an prochain avec le pôle comics ou est-ce que c'est Tu m'as coupé ma question là. Ben oui mais parce que tu as changé de sujet donc on revient. Est-ce que c'est un one shot ou est-ce que vous pensez que c'est justement de pérenniser le projet? Par rapport au pôle comics uniquement? Par rapport au festival on va dire de faire venir des auteurs. Alors nous on était déjà présents l'an dernier avec tous ces ateliers enfants, l'exposition Léo Loden et on aimerait bien revenir, ça sera avec plaisir. La seule contrainte c'est que l'équipe organisatrice du festival change d'année en année puisque c'est un projet étudiant et que généralement les étudiants ne restent pas plus de 2 ans sur le projet. Donc nous on proposera de revenir avec plaisir, après c'est l'équipe organisatrice du festival qui fera le choix.
Donc revenons à l'Original Tour, hein, vu que je rechange le sujet. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est aussi une association, on est très impliqué dans le monde associatif qui, elle, fait des événements pour donner justement une accessibilité à la culture, différents patrimoines, donc les bâtiments, tout ça on imagine, mais il y a aussi de la culture gastronomique, on fait des visites guidées autour des produits typiques et des choses un petit peu plus originales comme justement les bandes dessinées, Marseille à travers la bande dessinée, on fait des enquêtes pour les enfants, donc du coup ça les implique beaucoup. Tous les commentaires de visite partent à partir d'une planche de bande dessinée, on va raconter la vraie histoire. Il existe aussi une version pour grands où là ils font pas d'enquête parce que quand même ils ont passé l'âge, mais on va visiter tous les lieux qui rappellent la culture de la bande dessinée à Marseille. Donc ça peut être des boutiques, ça peut être des ateliers. Je pense notamment aussi à la Passerelle qui était la grande librairie bande dessinée de Marseille qui a fermé et qui s'est transformée en un restaurant, mais on a encore des vestiges qu'on voit à l'extérieur. Ils ont gardé des grandes PLV, des silhouettes. Donc on fait tous ces lieux-là ainsi que certains monuments qui sont effectivement dans des bandes dessinées qui se passent à Marseille. On parle aussi d'auteurs qui viennent de Marseille, même s'ils n'ont pas fait des bandes dessinées régionales et qui se sont exilés à Angoulême, par exemple, je pense à Turf. On en parle aussi tout au sein de cette visite-là. Nous sommes avec Joffo. Bonjour Joffo. Bonjour, la voix des bulles. Donc Joffo, toi tu es donc dessinateur et tu as une particularité, c'est que tu es très peu connu en France. Tu as eu un succès, alors je sais pas si c'est un succès commercial ou un succès d'estime en tout cas, parce qu'il a eu des prix qui s'appelaient Vic Boon aux États-Unis. C'est un choix de n'avoir travaillé qu'aux États-Unis et de ne pas travailler en France ? Alors non, c'est pas particulièrement un choix. Disons qu'en fait moi j'ai baigné dans la culture comics et franco-belge, mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le comics. Donc c'est vrai que il y avait plus de facilité en tout cas. Un petit peu au niveau du comics, c'est plus répandu, il y a moins ce côté. Moi, Vic Boon, pour revenir vite fait sur Vic Boon, justement, c'était un tout petit éditeur en soi, quoi. Donc c'était pas non plus waouh formidable, quoi. Mais c'était des occasions grâce à Internet. C'est ça aussi qui a permis cette ouverture grâce à Internet. Justement, c'est pour ça que je suis allé vers le comics plus naturellement, quoi. Et au final, en fait, j'ai fait une fac d'anglais, quoi. Donc du coup, j'ai toujours eu cette culture un petit peu de l'anglais, quoi. Et donc du coup, c'est comme ça plus ou moins que ça s'est fait naturellement vers le comics, parce que je baignais dedans à la base, quoi. Voilà. Ça n'a pas été difficile justement de trouver des contacts aux États-Unis pour lancer un projet Alors justement au niveau de encore une fois Vic Boon, ça s'est juste fait sur les forums en fait, donc c'est vraiment un petit truc comme ça, voilà, des mecs qui cherchaient des dessinateurs comme il y en a plein aujourd'hui, hein, enfin donc ça voilà. Et après en fait en ce qui concerne nos vrais entre guillemets premiers débuts un peu plus sérieux, quoi, avec Mark Waid, en fait c'est parce que Mark a lancé Thrillbend, qui est donc une maison d'édition numérique spécialisée donc en récits pensés pour les écrans. Et comme moi et Mast, mon collègue, c'était une porte qui nous intéressait, on allait vers là, et comme il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment, c'est comme ça le contact s'est fait plus ou moins facilement, parce que on a rencontré Balak lors d'une conférence sur le digital, et parce qu'il y en a, donc et comme il n'y en a pas beaucoup, justement il y a vraiment des gens qui sont intéressés, tout ça, donc c'est cool. On a rencontré Balak qui nous a introduit auprès de Marc, et après on a fait Pax Arena, et après il y a eu Marvel. Le fait que ce soit donc Balak qui ait posé les bases du Turbo Média tel quel, ça a aidé les Français à s'imposer sur le domaine ? Je sais pas. Disons que ce que Balak a fait en fait, c'est qu'il a vraiment réussi à trouver la bonne synthèse de ce qui est devenu donc le Turbo Média. Il a pioché en fait dans plein d'exemples qui existaient déjà à gauche à droite. Et après, justement, Balak, il a pas dit ouais, ça c'est la vérité absolue, c'est ça qu'il faut faire, etc., etc. Mais il a dit voilà, moi ce que je vous propose, c'est ce format-là. Qui a l'air de correspondre à ce que lui avait envie de lire, et ce que sur internet, sur les tablettes, etc., quoi. Et du coup, mais voilà, ça a été Balak qui est tombé dessus, mais ça aurait pu être un espagnol, ça aurait pu être voilà. Après c'est pas et au final le résultat aurait été le même. Je pense que les gens qui sont intéressés comme moi, Mast et tous les autres auteurs, Émilie Simon, par exemple Media Entity, les gars de Sponge Comics, enfin de plus en plus de gens sont intéressés par ça, que ce soit français ou que ce soit étranger. Je pense pas qu'il y aurait eu vraiment ça n'a pas une importance outre mesure. L'avantage
l'avantage qu'il y a quand même, c'est effectivement comme il est français, donc il y a une proximité plus rapide, plus facile d'accès, qui fait qu'effectivement on a peut-être réussi à arriver plus vite à Marvel, mais cet intérêt pour le numérique, il est là dans le monde, quoi, justement. Et Mark Waid, lui qui est à l'affût de ça, c'est bien comme ça qu'il a repéré Balak, quoi. Donc voilà. Les codes du Turbo Média, tu as eu des difficultés à te les approprier? Alors, justement, je vais donner une conférence sur ça. Donc si vous venez à la conférence, vous pourrez le découvrir. Et là, je peux rien dire. Non, c'est top secret. On viendra quand même. Non, disons que le Turbo Média, donc ça a 5 ans aujourd'hui, donc c'est vraiment un médium qui est tout neuf. Et c'est vraiment la rencontre entre l'animation et la bande dessinée. Et du coup, c'est génial parce que c'est plein de grammaire connue, entre guillemets, mais sauf que tout est chamboulé, voilà, donc c'est vraiment en pleine découverte. Donc du coup, effectivement, c'est toujours très rafraîchissant, quoi, d'expérimenter là-dedans. Après, il y a la notion de c'est la pratique. On se rend compte que le Turbo Média, il n'y a plus du tout de format, en fait, par rapport au papier qui est, c'est une planche et tu dois dessiner dans cette planche. Là, vu que c'est l'écran, en fait, tu peux décider d'utiliser qu'une parcelle de l'écran ou l'entièreté de l'écran sans que ça dérange le lecteur, en fait. Voilà. Donc, mais effectivement, donc c'est en pleine découverte, donc c'est difficile, c'est surtout c'est fascinant. Ouais, c'est vraiment génial de se faire plaisir, de tester les codes, des fois de se planter, des fois de trouver des trucs, etc. Ouais. Est-ce que justement, tu n'as pas trouvé des limites au Turbo Média, des choses que tu aurais pu aimer faire et que le support, le médium t'a empêché de réaliser? Pour le moment, non. Et disons que la seule limite, c'est entre guillemets, quoi, c'est justement, en fait, pour le moment, c'est juste ce rapport qu'on a avec, dans le sens où nous, on est vraiment ces générations papier, en fait. Et là, c'est vrai que d'être sur tablette, même si c'est génial parce que c'est pensé pour, donc t'apprécies la tablette, c'est vrai qu'il y a encore un espèce de comment dire, une phase de découverte. Ouais, et du coup c'est pas encore entièrement naturel, quoi. Voilà, il y a un petit quelque chose qui est pas encore, la relation n'est pas encore naturelle à 100%, quoi. Et du coup, c'est vrai que nous, encore une fois, c'est vrai qu'on aime bien après l'objet papier et tout. Et nous, on adore le papier, hein, le Turbo Média. Ce qu'on dit toujours, c'est que c'est pas en compétition avec le papier. C'est plus comme le théâtre et le cinéma, avec des codes qui se ressemblent vachement, mais qui sont complémentaires, quoi, et non pas qui se marchent l'un sur l'autre, quoi. Voilà, c'est pas le DVD qui remplace la vidéo, quoi. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un nouveau médium qui est pensé pour le format écran. Voilà. Tu arrives à t'expliquer que ce soit les Américains qui commercialement sont intéressés les premiers au Turbo Média, alors que ça venait de chez nous, quoi, pour être un peu chauvin? Ça après c'est dans la culture, j'imagine, quoi. C'est vrai que c'est cliché, mais voilà, les Américains, ils vont plus ils vont prendre des risques, voilà, et quitte à se casser la gueule, quoi, et ils vont plus oser, en tout cas, voilà, alors que nous en France, on va parfois un peu plus attendre. Il y a eu pareil avec la couleur sur ordi, enfin avec plein de choses, quoi, au final. Donc du coup, c'est plus culturel, c'est comme ça, mais c'est pas grave parce que il faut effectivement qu'il y ait des gens qui testent et d'autres qui testent après, quoi. Tu vois, tant que après le marché français n'est pas fermé à ça, quoi. Justement, je reviens sur Media Entity, c'est un exemple de ça, quoi. Après, il y a des exemples d'auteurs, donc comme Sponge Comics et tout ça, quoi. Donc il y a ça vient au fur et à mesure, quoi. Ça vient au fur et à mesure, mais effectivement pas à la même vitesse, quoi. Bon, après. Donc là, tu es storyboarder pour Marvel Infinity. Infinite, pardon, c'est ma prononciation qui est pourrie. Infinity, c'est le crossover. Infinity, c'est le crossover qu'ils ont fait, c'est pour ça, ouais. Donc sur Marvel Infinite, le fait d'être que storyboarder, c'est pas un peu frustrant pour le coup? Oui et non, en fait. C'est frustrant forcément parce qu'il y aurait cette envie d'être dessinateur def, etc. Mais en même temps, ça nous permet du coup de bosser sur plusieurs séries en même temps. Ce qu'on pourrait pas faire si on était dessinateur, et au-delà de ça, même ça nous permet de bosser sur d'autres projets en même temps, parce que nous on est vraiment en train de développer notre structure avec Mast, et qui sera spécialisée dans les récits numériques. Et si on était dessinateur, c'est hyper chronophage, quoi. Donc du coup pour le moment, voilà, non, être storyboarder, au contraire, et moi qui viens de l'anime, c'est vraiment un boulot d'équipe. Donc en soi, moi, ça fait partie de ma culture, effectivement, de faire partie d'un tout, plutôt que d'être le seul maître aux commandes du truc, quoi. Donc voilà, donc non, c'est pas frustrant. Ça allait un poil pour le côté rêve de gosse, mais mine de rien, voilà, je dessine comme Spider-Man, je dessine comme des personnages, donc en soi, voilà. T'arrives maintenant à vivre exclusivement de tes travaux dans la bande dessinée et le récit numérique, ou est-ce que tu es obligé de faire des trucs à côté pour t'en sortir? Alors pour le moment, moi je fais que ça.
Après, je dis pas que j'en vis bien, je suis au RSA, quoi, voilà, parce qu'il y a effectivement ce modèle économique et tout ça qui est en train de se mettre en place. Donc Marvel, évidemment, il paye, et tous ceux avec qui on travaille, ils payent, ça y a pas de souci. Mais c'est pas encore une rente suffisamment régulière pour dire que ça y est, c'est Byzance, quoi. Mais si, dans 10 ans, on a prévu d'acheter un yacht et une île privée, normalement, donc voilà. Il y a vraiment tout un plan, déjà, comme média. Dans 10 ans, c'est bon, quoi. Donc on refait l'interview dans 10 ans et je vous accueillerai sur mon île et tout, sans souci, quoi. Tu as une date précise? On est quel jour aujourd'hui? 6 avril. Bah pareil, voilà. C'est quoi ta dernière découverte BD, le truc qui t'a fait faire wow? Oui, c'est vrai. Dernière découverte BD qui m'a fait faire wow. Je sais pas. Je vais dire Last Man. Voilà, alors c'est pas parce que c'est Balak, mais c'est vraiment parce que impressionné par le rythme de production. Enfin voilà, le fait que des auteurs tentent quelque chose, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, les gens qui prennent des risques justement, et ils prennent des risques à la fois en termes de production et en termes d'histoire, quoi. Ils font leur histoire à eux et ça c'est vachement intéressant, quoi. Donc ouais, je dirais Last Man. Voilà. Dans tes projets perso à court ou moyen terme, il y a des choses dont tu veux nous parler? Non. C'est ultra secret. Ouais, non, on a des choses qui sont prévues et qui on espère seront intéressantes pour le public, quoi. On bosse d'arrache-pied, du coup on dort pas beaucoup, quoi. Mais c'est trop tôt pour en parler, quoi. Ça sert à rien de. Enfin, effectivement, on adorait en parler, mais si on en parle et qu'au final le projet se fait pas, ça crée plus de frustration au final que l'inverse. Donc voilà. Mais très prochainement, on espère pouvoir développer un peu plus sur le travail qu'on effectue en dehors de Marvel. Nous sommes toujours en direct du festival des Calanques des Bulles et nous avons retrouvé nous faisons une prise d'ambiance par rapport à une spectatrice anonyme qui est donc venue au festival cette année. Donc elle se prénomme Mademoiselle O, on va pas la citer parce qu'elle veut garder l'anonymat. Donc votre avis sur le festival cette année? Très bien, le pôle comics bien développé avec des auteurs qui ont beaucoup de succès, on dirait. Ensuite, moi, j'ai pas pu trop voir les conférences, les animations. Bouh. Ouais, bouh. En plus, c'était animé par vous. Non, elles étaient exceptionnelles. Certainement exceptionnelles. Voilà. Du coup, un bel espace, enfin pas mal, belle exposition aussi. J'ai bien aimé. Oui, c'est beau l'Expo Comics. Oui, l'Expo Comics est magnifique. Mais l'expo Louise Brooks aussi, oui, aussi. Marion, c'est magnifique aussi. Ça fait quoi d'être visiteuse? De pas courir dans tous les sens avec voilà. On prend le temps de regarder les choses, effectivement, de pas courir dans tous les sens. On peut s'asseoir dans les canapés. Non, c'est bien. Non, j'ai profité un petit peu là du battle dessiné. Il y avait de la musique en direct aussi, c'était agréable. Voilà, ensuite... Attends. Ça y est, elle est perdue. Au montage. Puis continuez à en faire plein parce que c'est Pierrick qui coupe, ça il fait du boulot, sinon il s'ennuie. Attends, non, je suis complètement déphasée. Attends, je pensais à un truc. Voilà. L'entrée. Je sais plus. En fait, le mieux quand tu fais des trucs comme ça, c'est que tu parles, et puis après tu continues. Et puis ensuite tu reprends. Comme ça fait plein de coupes à faire à Pierrick. Très bonne d'enfoiré. Tu t'arrêtes, puis un deuxième. C'est trop bon, ça il adore. Ah oui. Ou alors tu parles en faisant des choses comme ça, tu vois. Et ça c'est un putain de boulot. Ah oui, d'accord. Ils aiment bien m'emmerder. Non. Voilà, non, une autre question. Non, c'était très bien. Bravo. Voilà, bonne continuation, bonne visite. Bravo à eux et à elle. Ok. Et merci. puis merci à vous d'être là. Je suis avec Frédéric des éditions Néophélis. Bonjour. Bonjour. Alors, les éditions Néophélis, c'est une jeune maison d'édition marseillaise. Ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 4 ans que ça existe. 4 ans. Vous avez commencé à sortir des livres illustrés de romans, donc L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde et Les 7 voyages de Sinbad le marin. Avant de vous lancer sur un intégral d'Al Williamson sur Flash Gordon et maintenant un gros pavé qui vient de sortir
qui est une biographie de Jack Kirby par Jean Despelets. Pourquoi avoir commencé par de l'illustration et pas s'être lancé tout de suite vers la bande dessinée ? Alors bonne question, en fait c'était pour démarrer avec du matériel un peu différent et qui était justement dans le domaine public. Alors au niveau des droits, c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de payer, on va dire, les droits d'utilisation des romans. Donc c'est-à-dire j'ai vu avec des illustrateurs et en fait j'ai payé pour les illustrations en fait. Donc ça permettait de partir sur quelque chose d'un peu moins élevé pour le niveau budget. Des deux premières publications, voilà, c'était sur ça. Et puis ça me plaisait aussi, c'est des romans classiques, ça me plaisait d'adapter ça à un nouveau public, présenter un livre illustré, voilà. C'était un moyen de se faire un fond de caisse pour pouvoir se lancer dans d'autres projets ? Alors un fond de caisse aussi, et puis voilà, démarrer là-dessus, c'était voilà, une idée que j'avais commencé depuis quelques années avant, du moins avant de me lancer là-dedans, c'était voilà. Il y en a d'autres de prévus de ce type-là ? Alors classique illustré, non pas pour l'instant. Je pars vraiment sur le côté comics maintenant. Voilà, biographie, réédition, édition de BD américaine. Il y a eu une campagne de crowdfunding pour la biographie de Jack Kirby. Est-ce que c'était un moyen de se faire connaître, un moyen de s'assurer que le projet soit viable ? Alors au départ c'est pour Fighting American que le crowdfunding a été lancé et la bio de Jack Kirby était offerte en compensation avec l'achat, avec un des achats en fait. Ça marche par palier et donc oui, ça fait pas mal de pubs sur internet pour le Fighting American, donc ça a permis de faire connaître la maison d'édition et le futur projet donc. Donc Fighting American, si je me souviens bien, c'est un pseudo Captain America créé par Jack Kirby quand il a quitté Marvel, il me semble, ou l'inverse. En fait, Fighting American a été créé par Jack Kirby et Joe Simon, donc le scénariste et créateur aussi de Captain America. Et le personnage a été créé en 1954 suite à on va dire, pas la perte des droits, puisqu'en fait ça appartient à Marvel, Captain America, donc eux n'ont plus le droit d'utiliser leur personnage, puisque ça fait partie malheureusement de la firme. Et on va dire pour pas se venger, on va dire du moins ils ont créé leur propre personnage Fighting American, ils l'ont lancé en 54, donc à cette époque-là, puisqu'ils n'avaient plus le droit d'utiliser leur propre personnage qui est Captain America. Donc là, il y a le beau pavé sur le super-héros de la bande dessinée de Jack Kirby par Jean Despelets. Jean Despelets est un spécialiste de Kirby. C'est lui qui est venu vers toi, c'est toi qui es allé vers lui ? Alors j'ai eu son contact il y a quelques années, on m'a parlé de lui en fait, de ce qu'il faisait, puisqu'il est scénariste aussi, il a bossé avec Jean-Marie Arnon, avec Reedman. Il a travaillé sur le documentaire Marvel 14, sur la censure dans les comics. Et donc en fait voilà, j'ai eu son contact, on a discuté pas mal, il m'a proposé ce projet qui était en cours d'écriture depuis quelques années. Et voilà, donc j'ai dit oui ça m'intéresse, c'était une très bonne idée pour partir voilà, sur une biographie. Le bouquin est très richement illustré, il y a une maquette, on a l'impression d'en prendre vraiment plein les yeux non-stop. Il y avait eu des difficultés pour les droits de reproduction ? Alors non, puisqu'on a vu directement avec Liza Kirby, qui est la petite fille de Jack Kirby, pour utiliser les photos, les documents. On n'a pas vu Marvel et DC, puisqu'on a le droit d'utiliser pour un livre des reproductions. Tant que c'est pas des planches complètes, des histoires, on peut utiliser du matériel. Voilà, donc il n'y a pas eu de souci avec eux. Alors tu dis que c'était un bonus avec Fighting American, mais j'ai l'impression que ça a été mieux reçu que Fighting American derrière. Alors Fighting American, c'est un petit tirage déjà de 500 exemplaires, c'est pour accompagner les 2 tomes de la biographie. Ça fera découvrir un personnage inédit en France et voilà, et des histoires complètes, puisque ça retrace sur 200 pages tous les épisodes du duo Kirby-Simon. Vous avez d'autres projets, donc il y a un tome 2 de la bio de Jack Kirby qui arrive, il y a d'autres projets prévus ? Alors il y a d'autres projets effectivement avec Jean Despelets, là on va continuer sur de la réédition de Kirby, donc lui va s'occuper de la ligne éditoriale. C'est le moment, on est encore dedans. Oui, voilà, éditoriale. Et d'autres projets aussi, pour l'instant je peux pas en dire plus parce que on est en train de voir, voilà. D'accord, toujours dans le comics ? Toujours dans le comics, ça sera que dans le comics maintenant, Néophélis Édition, je vais partir là-dessus, culture comics à 100%. Plus de la BD ou bien des monographies, donc comme cette biographie ? Les deux. De la bande dessinée, sûrement d'autres biographies par la suite. Voilà. Il y a eu un bon accueil de la presse spécialisée sur ce travail-là. Est-ce que ça touche d'autres plus largement, un plus large public que les spécialistes ? Je pense que ça commence à toucher un peu plus de personnes. C'est un marché de niche quand même, les comics. Surtout les artistes des années 60. Donc il y a un petit marché de niche, mais bon, ça fonctionne bien. Ouais. Est-ce que les films font que les gens s'intéressent à ces personnes ? Alors, je pense que les films attirent un nouveau public, même si la plupart des gens ne connaissent que Stan Lee, puisque c'est vraiment le porte-parole Marvel depuis
plusieurs décennies. Et le nom de Jack Kirby est un peu encore obscur pour la plupart des lecteurs, on va dire lambda. Mais je pense que voilà, on peut réussir à faire découvrir un petit peu le dessinateur aux nouveaux lecteurs. Oui. Ok, donc un très très beau bouquin de plein de pages, combien ? 384 pages exactement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet si on veut en apprendre un peu plus là-dessus et si notre libraire n'a pas accès à ce livre ? Alors donc le livre est disponible sur le site neophilisedition.com. Sinon auprès des libraires qui commencent à le commander un petit peu partout en France, voilà, ça commence à faire le tour un petit peu. On essaie de démarcher le plus possible et on commence à le trouver, oui, un petit peu. Vous avez un gros distributeur ou c'est vous qui le faites ? Alors voilà, c'est nous qui nous occupons de ça. On n'a pas de distributeur-diffuseur pour l'instant parce que bon, c'est pas évident pour une petite maison d'édition de devoir sacrifier 60% du prix d'un livre. Malheureusement, c'est très difficile. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment du démarchage au coup par coup chez différents libraires. Et après, voilà, il y a Internet qui joue aussi pas mal derrière. Bonjour, nous sommes toujours sur le festival des Calanques et des Bulles. Nous recevons donc Jamanimalize, qui est donc tatoueur et qui a réalisé en fait la couverture donc d'une anthologie de Kirby de 1970 à 1900. Je sais plus, mais voilà, c'est la première partie, il y en aura donc plusieurs. Alors, tout d'abord, comment est-ce que tu es arrivé sur le projet justement donc, de cette couverture ? En fait, moi je suis tatoueur à la base, et il s'est trouvé que mon collègue qui a sa boîte d'édition m'avait demandé, parce que j'ai tendance à faire pas mal d'affiches pour les conventions de tatou, je fais 2-3 illustrations aussi pour des groupes de musique, et du coup en fait on avait eu un projet à une époque de faire un livre sur le hard rock, qui est tombé à l'eau, et là il m'a rebranché dessus, donc je me suis proposé, je lui ai dit tout simplement oui parce que le projet me faisait bien délirer, étant fan des gros geeks. Voilà. La culture comics pour toi c'est ta culture on va dire, tu étais lecteur plus jeune ou tu continues encore aujourd'hui ? Tout à fait, ouais. Je suis collectionneur aussi maintenant. J'essaie de me faire une petite collection de planches privées d'auteurs dans l'univers du comics. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé à regarder les mangas quand on était minot. Je suis de 75, donc Albador et les Transformers et toute la clique. Et tout doucement, en fait, en grandissant, j'ai découvert l'univers du comics, contrairement à beaucoup qui ont commencé à lire Les Stranges, les choses comme ça. C'est un univers qui m'a vachement plu, vachement mature. D'ailleurs, une petite préférence pour l'univers d'ici, pour ce côté justement mature et assez sombre, que Marvel arrive à atteindre sur certaines séries à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont fait énormément de progrès à ce niveau-là, donc... Voilà. Sur le projet de Kirby, en fait, tu n'as pas eu envie de réaliser... Enfin, tu as réalisé la couverture, mais est-ce que tu avais d'autres envies vis-à-vis de cette anthologie ou pas du tout ? Perso, faire des illustrations à l'intérieur, ça m'aurait plu, mais après, le contexte ne s'y prête pas, en fait. Tout simplement parce que déjà je ne suis pas Kirby et que c'est vraiment une biographie vraiment bien travaillée dans la finesse sur le personnage et tout ce qu'il a fait autour de lui, quoi. Donc à la limite ça aurait pu être un ex libris ou quelque chose comme ça, ou alors peut-être une illustration de fin ou de départ, mais à part la jaquette, c'est vrai que quand on part sur un bouquin d'artiste, c'est pas évident de venir entre guillemets s'incruster pour poser son art à travers son art. Ouais. Et alors justement pour revenir au tatouage, est-ce que tu as depuis voilà le renouveau un petit peu de Marvel et tous les films qui sont sortis, est-ce que tu n'as pas eu justement beaucoup de réalisations à faire inspirées justement par l'univers Marvel ? Si, tout à fait. Là dernièrement j'ai encore fait une tête de Joker d'Alex Ross. J'ai fait pas mal d'Alex Ross en travail, j'ai fait pas mal de Campbell aussi. Et c'est vrai qu'on m'en demande assez régulièrement. Là, j'ai un projet de bras pour le moment sur l'univers de Thor et Iron Man. C'est une personne qui va continuer sur le thème des Avengers, mais plus dans l'esprit réaliste, plus dans l'esprit film. Lui, il a l'intention de faire les mollets, les cuisses, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, perso, en étant un peu dans ce délire-là, j'essaye de temps en temps d'enquiller dans le style un peu comics, ou BD en général, parce que justement je trouve ça fun et je trouve ça rafraîchissant dans le tatouage en général. Et alors là c'est une question juste purement tatouage, mais
comment tu travailles en fait pour avoir justement un rendu sur une surface qui est pas plane? Parce que du coup, moi aussi, je suis tatoué, mais j'ai jamais posé la question à mon tatoueur. Donc, comment est-ce que tu fais pour avoir justement des proportions qui, malgré la forme d'un bras ou d'une jambe, arrivent à rester. Tu peux pas, disons, juste prendre un dessin et le coller à plat, quoi. Il y a des parties qu'on va pouvoir poser à partir de carbone. En général, c'est surtout les liaisons entre secteurs tatoués qui va demander de la créativité, de l'originalité. Mais sinon, la plupart des endroits, par exemple, quand on fait un bras, c'est par élément en général. On calcule une surface, genre un côté d'avant-bras, ensuite le deuxième, ensuite on vient placer l'épaule, l'intérieur de bras, et ensuite, à la fin, on s'amuse à faire les liaisons, et là, par contre, on en vient au côté créatif et association du tout. Voilà. Juste une question par rapport à la bande dessinée. Quelle a été la dernière grande découverte? Dernière BD ou comics qui t'a vraiment scotché? Dernier truc qui m'a scotché, ça a été Professeur Manhattan dans les Watchmen. La réincarnation du dieu humain sur Terre qui a dépassé mon personnage préféré de base, qui était Superman, qui se retrouve à l'exploser au niveau puissance universelle. Bien voilà, c'est la fin de cette première émission spéciale sur le Festival des Calanques et des Bulles. Nous allons faire une deuxième, comme ça vous n'aurez pas des émissions trop longues, qui devraient venir très bientôt, genre la semaine prochaine. En tout cas, nous, on a passé un très bon festival. Mes compars sont un peu fatigués et blasés, là. Je sens la fatigue derrière leurs lunettes de soleil. Oui. Non, juste un peu de déception pour certaines dédicaces, notamment un certain petit jeune, un petit Joffo là, qui fait des petits croquis et qui a été un tout petit peu trop demandé dans le week-end, et ça a été, voilà, c'est la petite déception du week-end. Tes déceptions, tu vois? Brionès et Joffo. Ouais. Pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un pôle comics qui avait vraiment beaucoup de monde et c'était assez impressionnant. Il y a Paul Tichelli aussi, mais pas tout Paul Comics, sauf Bessadi, parce que je n'aime pas trop M. Bessadi. Moi, il a pas voulu me faire un cheval en coupe. Ouais, puis il a dit qu'on n'était pas des vrais journalistes et il a raison, alors ça nous vexe. Il a dit aussi qu'on n'était pas les auteurs, donc on n'avait rien à faire là. Et il voulait en plus se faire payer. Voilà, lui il veut faire un festival avec des auteurs et c'est pas gentil. Mais promis, on te fera venir dans l'émission, Bruno. Voilà, et donc on vous dit au revoir. J'espère que vous avez aimé écouter toutes ces interviews et vous en aurez d'autres très bientôt. Ciao. Ciao.